À la une de cette édition, décentralisation et développement des collectivités territoriales, le cadre de dialogue gouvernement-président de conseil de collectivités territoriales se tient à Ouagadougou autour du transfert des compétences et des ressources. Le coup d'envoi des travaux à suivre dès le début de ce journal. Semaine des énergies et énergies renouvelables, le défi d'une transition énergétique réussie au cœur de la CERA 2020. La crise sanitaire s'invite à l'événement et la visioconférence s'impose comme canal de communication sur les thématiques de la semaine. Nous aurons les détails dans quelques instants. Cécité et déficience visuelle au cœur de la journée mondiale de la vue pour faire de la bonne vision une priorité. C'est aussi la sensibilisation qui se mène au Centre national de lutte contre la cécité que nous vous présentons dans ce journal. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour les actualités dans cette édition. Merci de nous suivre. Transfert des compétences, des ressources de l'État aux collectivités territoriales, bilan et mise en œuvre des engagements et perspectives, c'est le thème du cadre de dialogue gouvernement-président de conseil de collectivités territoriales, décentralisation et développement des collectivités territoriales, préoccupations majeures revisitées une fois de plus. Les enjeux de la rencontre sont annoncés dès l'entame des travaux. Ce matin à Ouagadougou, comme nous l'indiquent Roger Kam et Wendata Nathalie Kaori. La décentralisation au Burkina Faso, la nécessité s'impose pour les principaux acteurs du domaine de dresser le bilan et définir les actions futures. En ce qui concerne le bilan, malgré le contexte du Covid-19 et de l'insécurité, le gouvernement se félicite des acquis engrangés en matière de transfert des compétences et des ressources de l'État aux collectivités locales. De 2019 à 2020, il y a près de 300 milliards qui ont été transférés, comme dit Madame la ministre déléguée, donc, qui permettent donc aux collectivités de travailler. Ça, c'est uniquement au niveau de l'État, mais il y a également les partenaires techniques et financiers qui font des transferts. Donc, nous pouvons dire que c'est bien, mais ce n'est pas arrivé. Donc, on peut améliorer, parce que c'est quand même les structures de base qui travaillent pour le développement. C'est-à-dire les collectivités territoriales vont s'organiser librement, mais également donc, prendre des engagements pour réaliser des projets qui rentrent dans le cadre de leur épanouissement. Malgré les acquis, des préoccupations sont à résoudre pour plus de résultats dans le processus de la décentralisation. Le Premier ministre exhorte les membres de son gouvernement, les présidents des conseils régionaux et les élus locaux à des échanges constructifs. Un transfert progressif des compétences et des ressources de l'État aux collectivités territoriales dans tous les domaines s'impose. Ainsi, la première rencontre de 2018 a permis de faire le point de la mise en œuvre de ce transfert. Il en est ressorti qu'il s'agit là d'une pierre angulaire de notre processus de décentralisation. Les meilleures réponses à la problématique du transfert des ressources aux collectivités territoriales dépendent de la richesse et de la qualité de ces échanges, ainsi que de la capacité des acteurs locaux à gérer efficacement les compétences concédées. En attendant les conclusions des travaux, les présidents des conseils régionaux et les élus locaux, par la voix du maire de la ville hôte de cette rencontre, saluent les efforts déjà consentis par le gouvernement en matière de transfert de compétences vers les collectivités. Une gratitude est également exprimée à l'endroit des partenaires techniques et financiers qui accompagnent les actions de décentralisation au Burkina Faso. L'on fait un détour par la primature où une délégation du Conseil de régulation de l'autorité de régulation de la commande publique remet au Premier ministre le rapport 2019 de l'ARCOP, un rapport 2019 qui indique que l'évaluation de la performance des acteurs afin de renforcer le système d'intégrité de la commande publique constitue un impératif. Le document sera rendu public après cette remise officielle au chef de l'État par le biais de la presse. 14 candidats en lice pour l'élection présidentielle du 22 novembre 2020 au Burkina Faso. La commission de validation des candidatures livre les résultats de ses travaux et à peine publié que la liste provisoire de la Commission électorale nationale indépendante fait des mécontents, notamment parmi les prétendants recalés. Commentaires et réactions dans le reportage de Bernard Combelem et Vincent Kendrebego.
Au sortir des travaux de la commission de validation des candidatures, c'est le soulagement pour certains qui ont réussi à passer à la dernière minute. Frustration chez d'autres, mais pour d'autres encore, leur passage réussi était presque évident. 14 candidats sur les 23 prétendants ont donc vu leur dossier validé. Ce sont Aïm Bari, Zéphirin Diabré, Sergi Ambroise Farama, Rockman Christian Kabouré, Yeli Monique Kam, Aruna Kindo, Edi Kombego, Ablasse Ouedraogo, Gilbert Noël Ouedraogo, Kadri Désiré Ouedraogo, Do Pascal Sessouma, Abdoulaye Soma, Aimé Claude Tassambedo et enfin Yacouba Isaac Zida. Voilà la liste provisoire des candidats à la présidentielle. Alors, les 9 autres candidatures sont invalidées pour des raisons qui vont du paiement de la caution à l'âge minimal requis, sans oublier le difficile parrainage pour des candidats indépendants. La mobilisation des ressources, c'est pas du tout facile pour un candidat indépendant. Alors, ceux qui devraient me permettre de boucler le budget l'ont été, en tout cas, à la dernière minute. Donc, on est allé pour le versement, on n'a pas pu, le trésor était déjà fermé. Donc, au finish, nous sommes allés sans, effectivement, ce reçu-là. Vous allez remarquer qu'à partir de l'âge déjà, ils ont déjà bloqué le dossier. Et comment? Je pense que c'est des lois vraiment liberticides qu'il faut totalement changer. Dans un pays de plus de 75% de jeunes qui n'ont pas 35 ans, c'est inadmissible que l'on élise un président sans permettre à ces jeunes-là de se faire représenter. Ce n'est qu'une partie remise. Nous allons faire appel tout simplement par rapport à tout ce qui a été dit ici. Mais c'est une expérience pour nous de participer parce que ça nous a compris de comprendre beaucoup de choses. Le parrainage, il y a eu trop d'insuffisance tout simplement. Concernant la caution, il y a eu trop d'insuffisance. En attendant d'éventuels recours de certains prétendants malheureux, la liste provisoire de la CENI va être transmise au Conseil constitutionnel, habilité à arrêter la liste définitive des candidats à la présidentielle du 22 novembre au Burkina Faso. Les électeurs burkinabés, dans la plus grande majorité, iront voter le 22 novembre 2020 pour élire le futur président du Faso. Voilà qui est rassurant. 79% de la population marque ainsi son intention de prendre part au scrutin à venir, selon une enquête menée par la Convention des organisations de la société civile pour l'Observatoire domestique des élections. Les résultats complets du sondage de la CODEL avec Césaire Carfo et Maxime Zongo. Deuxième du genre, après celui de 2015, ce sondage, selon ses initiateurs, est de capter les opinions des populations sur les politiques publiques prioritaires. Objectif, influencer les différents candidats à l'élection présidentielle de 2020. Au total, ce sont 2534 personnes âgées de 18 et plus qui ont été sondées entre le 15 et le 23 juillet dernier. De la perception de la situation du pays, 32% de la population estime que le Burkina est un pays sous haute menace terroriste et 31% pensent que le Burkina est un pays malade qui a besoin d'un médecin à son chevet. S'agissant des élections du 22 novembre prochain, 40% des personnes interrogées estiment qu'elles apporteront une thérapie aux maux qui minent le pays et 20% pensent par contre qu'elles sont sans incidence sur la situation nationale. Pour les intentions de vote, 79% des personnes interrogées disent qu'elles iront aux urnes contre 13,7% qui ne veulent pas voter. Très attendu du président qui sera élu, et cela dans l'ordre des priorités: la sécurité 55,8%, la santé 11%, l'emploi des jeunes 8%. Selon Maître Alidou Ouedraogo et ses camarades, la CODEL va déployer des observateurs à travers le pays pour s'assurer de la transparence du scrutin. Préoccupation actuelle dans la zone du Sahel et du G5, c'est l'opérationnalisation de l'organe technique chargé de la mise en œuvre des actions majeures de la coalition pour le Sahel. Cela et d'autres sujets d'actualité évoqués
lors d'une visioconférence cet après-midi en prélude à la rencontre ministérielle de la coalition. Plus de détails avec Urbain Benito Sommet et Olopoda. La coalition pour le Sahel, une réponse collective et solidaire pour faire face à la menace terroriste et à la dégradation de la situation humanitaire dans l'espace G5 Sahel. Annoncé en janvier 2020 au sommet de Pau en France, les choses se dessinent progressivement pour cette coalition. Et cette rencontre par visioconférence de ce groupe de contact est une étape pour discuter des orientations afin de promouvoir une approche intégrée au niveau régional, comprenant les acteurs impliqués au Sahel. Il s'agit donc de tous les partenaires importants de cette coalition-là, qu'ils soient réunis dans un groupe de contact et puissent faire une sorte d'encadrement, d'orientation, façon de guider donc, la coalition. Puisque la coalition elle-même, dans sa partie secrétariat, basée donc à Bruxelles, comme un organe donc, de plaidoyer sur place pour pouvoir mobiliser plus de partenaires en faveur donc, du G5 Sahel. L'actualité de l'espace G5 Sahel, le renforcement des capacités de la force conjointe et les programmes de développement sont des sujets qui feront l'objet d'échanges. Des échanges pour mieux capter l'avis de l'ensemble des partenaires afin d'agir pour la sécurité, la stabilité et le développement de l'espace sahélien. Semaine des énergies et des énergies renouvelables qui s'adaptent aux exigences de la crise sanitaire du coronavirus. Conséquence, la visioconférence est l'option de communication. La CERA 2020, ce sont des réflexions et des échanges pour une transition énergétique réussie avec la République populaire de Chine comme pays invité d'honneur. Voici pour vous l'ouverture de la semaine ce matin à Ouagadougou avec Amado Ilboudo et Pascal Kané. C'est parti pour 48 heures de réflexion autour de la problématique des énergies en Afrique. Le Burkina Faso, pays leader de la sous-région en matière d'énergie solaire, invite à la réflexion en cette 4e édition de la semaine des énergies et des énergies renouvelables en Afrique, CERA. Un moment pour faire le point des technologies disponibles en matière d'énergie, mais c'est surtout le solaire qui est la vedette de la rencontre. Selon le ministre de l'Énergie, grâce au solaire, le Burkina Faso a fait d'énormes progrès en matière d'accès à l'énergie, même si les défis restent énormes. Nous avons près de 16 centrales solaires qui sont en train de se construire en ce moment, avec une capacité de près de 250 MW. Ça vous dit que d'ici 2021-22, nous serons à pratiquement 30% de notre consommation qui vient de l'énergie solaire. C'est incroyable. Passer de 500 villages qui avaient accès à l'énergie à près de 1200 villages grâce à l'énergie solaire. Cette année, c'est la Chine, leader mondial en production électrique solaire, qui est le pays invité d'honneur de la CERA. Occasion pour la Chine de montrer au public son savoir-faire en matière d'énergie renouvelable à travers ses multinationales. Une expertise que le Burkina espère exploiter pour transformer son soleil en opportunité de développement. Une participation très forte, très active de tous nos acteurs publics et privés, des grands projets, déjà bien en négociation ou bien en cours de négociation avec notre partenaire Burkina Faso. En marge des communications qui sont données par des spécialistes, les entreprises proposant des solutions en matière d'énergie renouvelable exposent leur savoir-faire à la salle de conférence de Ouaga 2000. Et pour une industrialisation réussie, le Burkina Faso s'est doté d'un plan d'industrialisation accéléré qui devrait permettre l'atteinte de l'objectif de la transformation structurelle de l'économie nationale. L'instrument est porté à la connaissance des acteurs publics et privés du centre ce 8 octobre. Précision Salifou Belem, Sanoua Christine Koulibaly. Issus des structures d'appui au secteur privé, partenaires techniques et financiers et organisations professionnelles, les participants à cette rencontre s'imprègnent ici du contenu du plan d'industrialisation accéléré. Un plan adopté en fin 2018 avec pour ambition de faire de la transformation des matières premières locales le moteur de la croissance économique. Un plan pilote qui se focalise sur 3 filières, la filière bétail et viande, celle du coton et textile et la filière carrière et matériaux de construction. Ce qu'il faut retenir, c'est que dans ces 3 filières, il y a des unités industrielles qu'il faudra mettre en place
avec le concours de tous les acteurs, notamment le secteur privé. Et l'environnement juridique économique a été revu à cet effet à l'image de l'amélioration du climat des affaires. Mais au-delà de ça, ce qui est essentiel à retenir pour l'industrialisation, c'est notamment le nouveau code des investissements qui donne des avantages assez considérables à tout promoteur qui entend investir dans les filières porteuses qui ont été retenues. En plus de participer à l'amélioration de la balance commerciale du pays, le plan d'industrialisation accélérée devrait à terme créer plus de 5 000 emplois directs, 10 000 indirects et générer 4 milliards de francs CFA de recettes additionnelles. On parle emploi toujours avec Expertise France et ministère en charge de la jeunesse qui parlent le même langage de la formation et de l'entrepreneuriat. Une collaboration affichée à la deuxième édition des rencontres de la formation professionnelle et de création d'entreprises qui réunit la jeunesse entreprenante burkinabé et des experts internationaux à Ouagadougou. Un rendez-vous économique et entrepreneurial que nous détaillent Bernard Kombelem et Vincent Kiendrebeogo. La cour du Sénasa transformée en marché le temps de 48 heures. Les exposants sont venus de plusieurs régions du pays. Ici, les produits locaux sont à l'honneur. Et parmi les visiteurs, il y a des VIP comme l'ambassadeur de France qui n'hésite pas à faire des achats. J'aime bien tester, goûter, et puis en même temps un peu encourager aussi les gens qui travaillent. Ce qui m'a marqué, c'est la diversité des activités qui sont présentées, notamment tout ce qui concerne l'énergie solaire, la soudure, la métallurgie, mais en général, il y a une grande innovation, c'est les assistantes maternelles avec l'atelier de garde d'enfants. Nous sommes aux rencontres de la formation professionnelle et de la création d'entreprises, 12e édition, organisée par Expertise France, en partenariat avec le ministère burkinabé de la jeunesse, l'Union européenne étant le partenaire financier de ce programme. L'enjeu de ces rencontres, de cette deuxième rencontre, c'est bien évidemment de promouvoir l'ensemble des artisans et des métiers qui ont été soutenus par le programme depuis 2 ans. Et on voit aujourd'hui, comme l'indiquait l'ambassadeur de France, une évolution dans les métiers, une évolution dans le professionnalisme des artisans qui exposent aujourd'hui leurs produits. Donc c'est d'abord une première étape. Et bien sûr de faire découvrir aux Ouagalais ces produits qui sont fabriqués en province et qui sont aussi pour eux. Et je pense qu'il faut qu'on promeuve le Made in Burkina. En plus des nationaux, des experts sont venus de plusieurs pays. Sénégal, Mauritanie, Côte d'Ivoire, Nouvelle-Aquitaine de France, pour des panels, des tables rondes et des partages d'expériences. Et la responsabilité sociale de la mine d'or d'Essakane qui s'exprime à Ouagadougou pour l'amélioration des soins de santé des populations. La société Amgol Essakane remet au ministère de la Santé 10 respirateurs d'une valeur d'environ 100 millions de francs CFA pour aider à lutter contre le coronavirus. Alidou Badini et Zalissa Sanfo sont témoins de la remise de matériel. Promesse due ici par Ayam Gold Essakane SA. 10 respirateurs d'une valeur de 100 millions de francs CFA pour bâtir la résilience contre le Covid-19. Quand on a fait la commande, à l'époque, il était difficile déjà de trouver suffisamment d'équipements sur le marché. Tous les pays du monde essayaient d'acquérir ces équipements. Finalement, on a lancé la commande à travers une compagnie qui est installée ici au Burkina. Et ça a mis du temps pour la fabrication et puis toutes les procédures pour pouvoir le faire venir. Finalement, c'est arrivé il y a quelques jours et nous avons immédiatement tout fait pour pouvoir le remettre aux autorités. Un long temps mis, mais qu'à cela ne tienne. Le Covid-19 n'est pas encore vaincu et les respirateurs seront toujours nécessaires pour prendre en charge les patients. Et ce matériel, effectivement, au-delà de la Covid-19, peut servir à prendre par exemple des patients d'autres maladies qui sont en détresse respiratoire. Alors nous ne pensons pas que c'est venu en retard. Ça vient à un bon moment parce que ça va renforcer nos structures sanitaires dans le cadre de la lutte globale contre les pathologies. Ayam God promet encore accompagner le ministère de la Santé. Son prochain don sera dirigé vers les centres régionaux de santé.
Parlons santé toujours, s'engager pour la vue afin d'attirer l'attention sur la cécité et la déficience visuelle. C'est l'objectif principal de la Journée mondiale de la vue, célébrée le deuxième jeudi du mois d'octobre chaque année. Au Burkina Faso, le Centre national de lutte contre la cécité sensibilise sur l'importance de prendre soin de la vue. Nous y avons fait un tour pour mieux connaître la structure. Suivons ce focus que nous proposent Paul-David Bambara et Mariama Tamboura. Centre national de lutte contre la cécité. L'équipe de praticiens opère ici à Seta Congo. Une patiente de 70 ans qui souffre d'une cataracte. L'opération consiste à sortir le cristallin cataracté. Mais avant cette étape, la patiente a subi une anesthésie locale. C'est une cataracte cécitante, donc la personne ne voyait que la lumière sur cet œil-là. Alors il fallait opérer. Donc on a choisi la méthode de l'extraction, comme c'est technique, l'extraction extracapsulaire, mais en utilisant une incision tunnelée. En moyenne, 60 patients sont reçus par jour, des cas simples aux cas sévères. Là, c'est l'examen du malade que je vais faire. Au préalable, on avait déjà pris l'acuité du malade pour que je sache quelle acuité elle a. Effectivement, de loin, bon, elle a une acuité faible de l'œil gauche, mais elle-même, elle ne le sent pas, puisqu'elle regarde avec les deux yeux. Des affections chroniques, comme par exemple le glaucome, dont on parlait tout à l'heure, ou bien tout ce qu'il y a comme, ou bien les rétinopathies chez les diabétiques, par exemple, ou les drépanocytaires qui font souvent des complications au niveau de leur rétine. Donc ces patients-là, très souvent, on les réfère donc dans la salle médecin pour être vus donc par le médecin. Désiré Moumouni porte des verres correcteurs depuis son jeune âge. À 57 ans, il passe son test d'acuité visuelle. Cette acuité visuelle est mesurée par la capacité du patient à identifier des lettres ou des chiffres sur une échelle standard à partir d'une distance spécifique. Je ressentais une gêne au niveau de l'œil gauche, voilà, qui commençait à être assez, je dirais, alarmant. C'est ce qui m'a poussé donc à aller en consultation dans un premier lieu au niveau de l'ordre de Malte pour une consultation. Ce patient-ci a subi une opération le 1er octobre dernier. Aujourd'hui, il est là pour un contrôle. Il y a une semaine, j'ai subi une opération. Je suis là pour le contrôle. J'ai refait le test d'acuité et ça va. On m'a prescrit un produit à mettre dans l'œil. Je dois revenir dans 2 semaines pour un autre contrôle. Dans cette salle d'exploration fonctionnelle visuelle, des patients sont reçus pour confirmer ou infirmer la présence de pathologies comme le trachome. Mais cette exploration ne se passe pas sans difficulté. Tous les diagnostics en ophtalmologie se font par là. Bon, malheureusement que nous, on arrive à dépister les rétinopathies diabétiques, les rétinopathies hypertensives et drépanocytaires. Il faut les traiter. Malheureusement, comme l'appareil est en guillemets mort, depuis 10 ans, nous n'avons plus d'appareil de laser à argon pour traiter ces différentes affections. Bon, on se contente de faire le dépistage et puis ça s'arrête là. En cette journée mondiale de la vue, une journée annuelle de sensibilisation qui a lieu le 2e jeudi du mois d'octobre, tous les praticiens que nous avons rencontrés attirent l'attention de la population sur la cécité et la déficience visuelle. Bientôt, une chaîne de radio-télévision éducative pour répondre aux besoins d'égal accès des enfants à l'éducation. La chaîne sera utile surtout pour les enfants en zone d'insécurité qui auront accès aux cours et autres contenus pédagogiques. Le document de mise en œuvre de l'outil éducatif fait objet de validation à Ouagadougou. Précision Rasman Ezoundi, Maïmouna Traoré. Une chaîne de radio-télévision pour les élèves vivant dans les zones où les écoles sont fermées en raison de l'insécurité. L'initiative est du ministère en charge de l'éducation nationale à travers le projet de création de la radio-télévision éducative. Cette chaîne de radio et de télévision permettra surtout à ces élèves de maintenir leur niveau. Il s'agit de l'adoption donc de ce
de ce document de mise en route, donc la radio-télévision éducative. Et après cela, maintenant, ça va être le processus donc accéléré d'acquisition du matériel et de mise en route de cette radio-télévision éducative qui va contribuer énormément au maintien donc, des élèves hors école liés à la crise sécuritaire ou liés à la crise sanitaire, à tout autre type de crise. Selon les acteurs de l'éducation, la radio-télévision éducative vient renforcer le système éducatif, mais ne saurait remplacer les enseignants. C'est un outil qui permet de maintenir les élèves, parce qu'on ne peut pas les évaluer à travers ce canal. Mais à côté de cela aussi, c'est un outil qui va permettre aux autres élèves qui sont dans des situations favorables d'activité pédagogique d'avoir des ressources numériques en ligne, d'avoir donc une télévision, une radio qu'ils pourraient donc suivre ou écouter afin de pouvoir réviser et adapter leurs connaissances. Financé par la Banque mondiale, ce projet de radio-télévision éducative s'élève à plus d'1 milliard de francs CFA. À terme, ce projet va contribuer à la formation continue des enseignants et à offrir un service éducatif au grand public. Et puis cette passation de service au tribunal de commerce de Ouagadougou. Alain Zerbo est désormais le nouveau président et il se donne pour mission d'apporter sa pierre à l'amélioration du climat des affaires à travers une justice commerciale fiable et rapide. Nongbakouda Amadou Marcelto. Alain Zerbo est le nouveau président du tribunal de commerce de Ouagadougou. Il remplace Safieta Kwanadera qui a passé 5 ans à la tête de l'institution. J'ai pu apporter ma pierre tel que je le pouvais. Je pars en tout cas avec un sentiment de satisfaction pour un travail assez bien accompli. Précédemment vice-président du tribunal de commerce, Alain Zerbo envisage d'assurer la continuité du travail abattu par ses prédécesseurs. Le prédécesseur a déjà fait un travail merveilleux. À la suite d'autres qui l'ont précédé. Alors donc c'est la continuité. Mais nous constatons aussi que les exigences des justiciables sont de plus en plus croissantes. Nous sommes dans une perspective du renouveau de la justice. C'est l'environnement économique international d'ailleurs qui l'impose. C'est l'évolution des mentalités et nous tâcherons de nous mettre en adéquation avec ces aspirations des justiciables. Des défis que le président entrant entend relever avec le soutien de ses collaborateurs. Avant le tribunal de commerce de Ouagadougou, Alain Zerbo a servi dans les tribunaux de grande instance de Bobo-Dioulasso et Zignari comme président. À l'Institut supérieur de l'image et du son, Studio École, 21 projets de 18 étudiants sont retenus pour être réalisés dans la ville de Ouagadougou, essentiellement des films documentaires et de fiction. Clap Isis 2020, le coup d'envoi est donné ce lundi en présence de Paul-David Bambara, Sekou Zongo. Ça tourne à l'Institut supérieur de l'image et du son, Studio École. Les premiers responsables du département de la culture et de la communication donnent le top départ Clap Isis 2020, une série de réalisations de films documentaires et fiction par des étudiants. Chaque film, au-delà des thèmes qui relèvent de la libre création de chaque étudiant, chaque film devait être le reflet de l'engagement citoyen sur ce continent. Chaque film devait contribuer aux changements sociaux. Mais les thématiques restent très libres. La jeunesse que nous avons vue aujourd'hui, formée et bien formée, est un signe que le cinéma burkinabé, le cinéma africain a de l'avenir. Cette année, 21 projets seront réalisés à travers les artères de la ville de Ouagadougou. Les formats des films varient entre 6 et 26 minutes en fonction du niveau d'études de chaque étudiant. Karine Stella, de nationalité étrangère, présente son projet dénommé Nano. C'est le portrait d'une jeune étudiante en deuxième année économie à l'université de Ouagadougou et qui est naine. Elle mesure 1,20 m, donc c'est son portrait que je voudrais faire afin de présenter à la nation burkinabé et bien d'autres encore la motivation de cette jeune fille à être. Du matériel de tournage est ici remis aux étudiants pour la réalisation de leur projet. L'ISIS bénéficie de l'accompagnement de partenaires tels que les ambassades de Chine et de Cuba, ainsi que l'UNICEF. Il a formé depuis sa création en 2006 plus de 200 étudiants de 21 nationalités différentes. En sport, le match amical international étalon du Burkina Faso, Léopard de la République démocratique du Congo, se joue demain vendredi
Au Maroc, la rencontre entre dans le cadre des matchs préparatoires en vue de la reprise des éliminatoires de la CAN. L'on en sait davantage avec nos envoyés spéciaux Gérard Sommet et Victorien Marien. Ça se passe à El Jadida, ville portuaire située à 5 km environ de Casablanca-la-Blanche. 23 joueurs ont répondu à l'appel malgré des contraintes inhabituelles. Le capitaine Charles Caboret est le grand absent. Et même si je déplore quelques absences, bon, ça c'est dû à la pandémie, pour d'autres pour des problèmes sociaux. Alors on ne peut rien, c'est inhérent à la vie. Il y a des nouveaux qu'on a essayé d'intégrer. En tout cas, ce que j'ai vu, en tout cas pour mes impressions sont bonnes les concernant. Ce vendredi au stade El Abdi Al Jadida, 17h local, 16h temps universel, étalons du Burkina et Léopard de la RD Congo meubleront un test grandeur nature conformément à la hauteur de leurs renommées respectives. Il fallait qu'on renforce quand même cette vieille garde-là pour encadrer ces jeunes-là. Moi, j'en ai besoin et je pense que j'ai une équipe relativement jeune. Déjà, je dis bravo à notre fédération, bravo à notre ministère pour avoir validé ces deux rencontres. Au-delà du résultat attendu, c'est déjà un pari de gagner pour les deux sélections nationales qui se mettent ainsi en ordre de bataille dans un contexte de coronavirus. Un mot de l'actualité hors de chez nous pour refermer ce journal annoncé depuis quelques jours. C'est cet après-midi que le chef de file de l'opposition politique malienne Soumaïla Cissé et la française Sophie Petronin ont été libérés. Cette libération intervient après la remise en liberté de dizaines de djihadistes par les autorités maliennes. L'opposant Soumaïla Cissé avait été enlevé par des hommes armés dans le nord du Mali en mars dernier, alors qu'il faisait campagne pour les législatives. Quant à la française, elle est retenue au Mali depuis le 24 décembre 2016. Elle avait été enlevée alors qu'elle officiait comme travailleuse humanitaire à Gao. Fin des actualités dans cette édition. Merci à vous de nous avoir reçus chez vous. La dernière version de l'information vous est servie par Ismaël Diloma Sirima à 23h. Bonne suite de soirée sur la télévision du Burkina.